Voilà pour le sommaire. Un peu plus de 200 000 élèves de la région ont donc fait leur rentrée lundi dans le secondaire, au collège et au lycée. On va voir comment ça s'est passé pour eux. Bonjour Alizé, vous êtes donc en ce moment même au lycée professionnel Jean Lurçat de Fleury-les-Aubrais, dans l'agglo d'Orléans. Oui, bonjour Flavien, bonjour à tous. Eh bien, on est ici aujourd'hui pour prendre le pouls des enseignants et des élèves 5 jours après le début de la rentrée. Et puis, une question cette année, parce que la première semaine, c'est celle des ajustements. Est-ce qu'il y aura un prof devant chaque classe? Comment les élèves aussi ont vécu ces premiers jours? Et pour certains, sans portable, eh bien, on va poser la question aux principaux intéressés. Je suis avec Déborah, 17 ans, qui est en terminale pro, et Travis, 19 ans. Toi, tu es en deuxième année de BTS. Merci beaucoup d'être avec nous ce midi. Tout d'abord, pourquoi vous avez choisi la filière professionnelle? Travis, si tu veux, par exemple. Alors moi j'ai choisi la filière professionnelle parce que j'ai un parcours un petit peu particulier. Moi j'ai fait du kart étant petit, donc j'ai baigné dans la mécanique. Je faisais mes ajustements sur mon karting moi-même et puis mon père m'a parlé de la chaudronnerie. Donc moi je me suis dit pourquoi pas et je me suis lancé dans la chaudronnerie. Et là voilà. tu as même une super alternance il me semble. Voilà, je suis au CNP d'Ampierre-en-Berly. Et toi du coup Déborah? Alors moi j'ai choisi la filière pro pour la liberté en fait, tout simplement pour la liberté de mes choix, pour être plus rapidement plongé dans le monde du travail et du professionnalisme. Est-ce que vous avez des craintes tous les deux pour cette nouvelle rentrée? Comment vous l'abordez? Moi je l'aborde plutôt bien, ça va. C'est ma dernière année, du coup je suis plutôt habituée, donc franchement ça va. Alors il y a un sujet qui fait énormément parler dans la cour de récré cette année, c'est l'interdiction des portables en cours. Ça se passe comment ici? C'est déjà le cas? Et qu'est-ce que vous en pensez surtout tous les deux? Alors déjà moi je pense que l'interdiction des téléphones, elle est logique. Après, pas forcément dans les locaux, dans la classe et tout ça, c'est plutôt logique. Comme fonctionnement, par rapport à moi, dans mon lycée, il y a des bacs qui sont mis à disposition. Donc, on dépose nos téléphones avant le cours ou on dépose nos sacs avec nos téléphones à l'intérieur devant et on va s'asseoir sans. Et Travis, toi, t'en penses quoi? Moi, ce que j'en pense, c'est que, vu que moi, je suis en BTS, le téléphone, pour moi, c'est plus un outil de travail. Donc, oui, c'est ça. Il y a des filières et des classes où le téléphone est indispensable aussi pour travailler avec. Voilà, c'est le cas dans ta filière à toi? Dans ma filière à moi, on va pas dire qu'il est indispensable, mais vu qu'on a des PC portables, on est souvent amené à faire des partages de connexion avec notre PC pour pouvoir l'utiliser. Voilà. Mais globalement, vous pensez que c'est bien de l'interdire complètement dans les établissements? Peut-être pas complètement. En cours, en tout cas, je suis d'accord. On doit l'interdire. On vient au lycée pour travailler, pour écouter, pour avoir un avenir. Donc pour moi, le téléphone, il n'a pas lieu d'être en salle de classe. Mais après, dans les couloirs, je vois pas le souci. Merci tous les deux, merci de m'avoir accompagné. On vous laisse retourner en cours. Les portables d'ailleurs étaient déjà interdits à l'école primaire et dans les collèges depuis 2018. Ce n'est pas le cas donc dans les lycées, mais certains font déjà l'expérience. Dans ce lycée d'Eure-et-Loir, il faut désormais laisser son portable dans un casier, regardez. C'est bon, on va rentrer. Quand vous rentrez, vous déposez vos téléphones par ordre d'arrivée. C'est un rituel auquel ces lycéens vont devoir s'habituer. Avant d'entrer en classe, ils devront désormais déposer leur portable dans un casier sécurisé. Ces élèves de seconde ont appris la nouvelle ce matin à l'occasion de la rentrée. Ils accueillent plutôt bien la mesure. J'avais vu en amont avec une publication sur le site du collège qui disait qu'il allait avoir une boîte où on mettait nos téléphones avant les cours. Et alors, qu'est-ce que t'en penses? Bon, je trouve ça va, ça dérange pas plus que ça. Franchement, ça me choque pas. C'est plutôt bien en fait, parce que comme ça, il n'y a pas tout le temps quelqu'un qui est sur son téléphone à côté, ou le son qui se lance, ou quelque chose comme ça, et personne ne triche. Car dans ce lycée dit de réussite, ce sont les élèves eux-mêmes, excédés par les tricheries, qui ont sollicité la direction pour bannir le téléphone des salles de classe. Lors de la dernière session du baccalauréat, 2 candidats ont été surpris en pleine tentative de fraude. L'arrivée de l'intelligence artificielle, de ChatGPT, a augmenté les risques de fraude. Par exemple, les élèves me disaient le sujet était à peine écrit au tableau, que certains étaient déjà sur leur téléphone, avaient tapé en tapant le sujet sur ChatGPT. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter. La direction met également en avant l'objectif d'avoir des élèves plus concentrés en classe. Mais dans les couloirs ou aux abords de l'établissement, le smartphone reste omniprésent.
Des élèves s'interrogent même sur certains aspects du dispositif. Je me pose beaucoup de questions après sur si on a besoin de l'utiliser en cours, par exemple, pour certaines activités, tout ça, comment ça va se passer. J'ai peur qu'il y ait des vols ou quoi, des échanges. Et déjà qu'il y a beaucoup de monde, ça va bouchonner en plus à la sortie des classes et après dans les couloirs. Donc je suis un peu... j'aurais bien aimé le garder, quoi. Cette année, il faudra pourtant faire 100. En moyenne, les 15-17 ans passent plus de 4 heures par jour sur leur smartphone. Et je suis maintenant avec Martine Ricot, coordinatrice régionale de la FCPE, la principale association de parents d'élèves. Bonjour à vous. 4 heures par jour sur son téléphone quand on est ado, c'est un peu beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure, vous ? Je pense que la mesure de restreindre, au moins dans le milieu scolaire, c'est bien. Je pense que la difficulté, c'est de gérer comment on prend les portables, le temps pour les récupérer, le temps pour les redonner, la sécurité aussi, comment on fait pour les mettre en sécurité. Mais je pense que c'est une bonne chose. Alors, la grande inquiétude de cette rentrée, et encore une fois, est-ce qu'il y aura un prof devant chaque classe? Un chiffre, il manque en moyenne un prof par établissement. Là, je parle du collège et du lycée au niveau national. Est-ce que c'est acceptable quand on est parent d'élèves ? Quand on est parent d'élève et que ça tombe sur son enfant, c'est sûr que c'est difficile d'imaginer qu'il n'y ait pas de cours de français, par exemple, ou pas de cours de maths. Si c'est un instant de maladie, c'est un turnover, il y a 15 jours, on peut se dire c'est 15 jours, c'est la vie. Mais quand l'année dernière, il y a des élèves qui ont été quand même près de 6 mois sans prof, sans enseignement de français, à préparer un examen et de ne pas pouvoir avoir les préparations de texte, c'est strictement angoissant pour l'élève et pour la famille. Et c'est pas acceptable. C'est vrai qu'en début de semaine, le recteur sur notre antenne disait qu'il y avait beaucoup de tensions pour les profs de maths et en lettres notamment. Il manque aussi des AESH pour accompagner les élèves handicapés. On en est où ça dans la région ? Bien, les élèves qui sont en besoin particulier, qui ont besoin d'aide, quand ils n'en ont pas, ça veut dire que eux ils sont en souffrance, mais ça n'aide pas non plus dans la classe là où ils se trouvent, parce que c'est l'enseignant qui se retrouve à devoir aider, ou des fois un petit copain, une petite copine. C'est quoi ? C'est 1 an de délai pour. Alors oui, il y a 1 an de délai pour faire le dossier, mais en plus pour faire le dossier, il faut des médecins. Or on est dans une région en manque de médecins, donc pour avoir les attestations, tout ce qu'il convient. Et l'établissement peut faire des efforts dans l'accompagnement, mais ils ne peuvent pas mettre en place ce qui n'est pas prescrit. Donc, il est important d'avoir un dossier pour se faire accompagner. Alors, il y a aussi un nouveau programme qui fait beaucoup parler cette rentrée. C'est le programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. C'est 3 séances par an, que ce soit au primaire, au collège et au lycée. Et ça fait polémique parce que certains disent c'est très bien et certains disent ce n'est pas du ressort de l'éducation nationale. Qu'est-ce que vous en pensez à la FCPE ? Alors, déjà, il y a un programme qui est EVAR, qui est pour le primaire, où il n'y a pas l'éducation sexuelle. Oui, c'est adapté, Ensuite, ça vient plus tard. Il y a le programme EVARS qui est pour le second degré. Or, c'est vrai que c'est normal d'expliquer, puisqu'il y a des élèves, et on sait que les enfants qui sont maltraités, qui subissent des sévices sexuels, souvent, c'est par des gens de la famille ou très proches. Donc, il est important qu'un jeune, depuis le premier âge, sache le respect de son corps, sache dire non, et sache appeler au secours s'il y a besoin, à qui demander. Quand on est ado et qu'on passe en collège, au lycée, c'est normal qu'on ait toutes les explications sur c'est quoi la vie sexuelle. C'est logique, c'est un complément de ce que peut apporter la famille, ou ça peut être ce que la famille n'apporte pas. Merci beaucoup Martine Ricot d'avoir été avec nous ce midi. Je rappelle que vous êtes coordinatrice régionale de la FCPE. Une première semaine dense pour les élèves, pour les parents, pour les profs et aussi pour les chefs d'établissement. Nous avons suivi le quotidien au pas de course de la proviseure du lycée Jean Lursa, Dame Agassa et Mathilde Dagnan. Elle est le visage de ce lycée professionnel, celle qui connaît les près de 600 élèves et les interpelle. Paolo, la casquette. Le 1er septembre dernier, Corinne Moutot a vécu sa 4e rentrée à la tête de l'établissement. Et comme chaque année, elle se déroule à un rythme effréné. Dans son bureau toujours ouvert, c'est un défilé. J'ai une maman qui souhaiterait vous rencontrer. Son enfant, il est en Ulysse. Oui, bonjour Samira. Des sollicitations de toutes parts, mais toujours une disponibilité et une oreille attentive aux besoins des élèves. Je voulais te voir parce que j'ai eu une information de la CPE qui m'a dit que depuis que tu es arrivée là en début de semaine,
tu te sens pas bien dans la filière dans laquelle tu es. C'est le rush, mais en fait, ça s'arrête jamais. Quand on fait les classes, on se rend compte qu'il y a des jeunes qui ne sont pas venus, qui ne sont pas présentés. Donc, on passe beaucoup de temps à appeler ces jeunes, à appeler les familles pour savoir pourquoi ils ne sont pas là. Ça nous prend beaucoup de temps de stabiliser nos listes de classe. Et c'est très important parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui attendent des places, en fait, qui sont sur liste supplémentaire. Et ce travail, on doit le faire vite. Autre urgence. Bonjour mesdames. Faire le point avec ces 2 enseignantes sur les projets culturels de l'année. Il y en a une centaine et la question du financement se pose dès la rentrée. Le nerf de la guerre, c'est le financement. Et nous, au lycée professionnel, enfin en tout cas ici à Jean-Lursa, on essaye de faire en sorte que ça ne coûte rien aux élèves parce qu'on a une population globalement qui est plutôt défavorisée. Et on a ça en tête en permanence. Ok. Merci beaucoup. Bonne journée. Un travail d'équipe et un binôme formé avec le proviseur adjoint, en charge cette semaine de l'organisation des tests de positionnement pour les secondes. Pas de temps à perdre pour l'adjoint. On jongle entre un côté organisationnel, interne, un document interne sur l'organisation, alors des jours, des classes, des professeurs, des salles. Un grand Tetris. De quoi soulager la chef d'établissement. La proviseure a besoin d'avoir sur chaque dossier une photographie précise de ce qu'elle a à gérer. Et donc c'est là que le proviseur ou la proviseure adjoint intervient pour avoir un relais. Car les échéances importantes à venir sont encore nombreuses. Du baccalauréat avec la session de remplacement dès la semaine prochaine dans l'établissement à la supervision de la modernisation du plateau technique. Une rentrée sur tous les fronts pour une année que la proviseure espère réussie. Et je suis maintenant avec Valérie Dautrem. Vous êtes la représentante de l'éducation nationale dans le Loiret. Alors on dit souvent que le lycée professionnel, c'est un peu la voie de garage. Pourtant, la filière a plein d'atouts. Lesquels ? Alors c'est vrai que la filière a plein d'atouts et je crois vraiment qu'aujourd'hui la perception n'est plus du tout celle que vous avez donnée. Le lycée professionnel, c'est une voie de réussite, vraiment pour les élèves. C'est un endroit où, si on la compare par rapport à la voie générale et technologique, on a plus d'accompagnement des enseignants, on a plus de cours en petits groupes, on a vraiment la possibilité d'être très bien accompagnés. Et ça, je crois que les élèves, puisqu'on en a de plus en plus qui choisissent la voie professionnelle, le savent. Alors plus largement, concernant les établissements dans le Loiret, vous avez fait un premier point sur les effectifs hier. Alors, il y a 65 classes qui ont fermé dans le Loiret. Il y a eu 38 ouvertures. Qu'en est-il là ? Est-ce qu'il y a eu de nouvelles fermetures, de nouvelles ouvertures ? Alors ça, c'était en effet pour la carte scolaire de la rentrée. Ça avait été fait avant l'été. Hier, nous étions sur la phase d'ajustement. Donc, nous avons regardé si les élèves étaient bien arrivés dans les classes que nous avions ouvertes, s'il y en avait d'autres qui étaient partis. Et donc hier, nous avons procédé à des ajustements, 6 ouvertures, une fermeture. Je voudrais juste vous rappeler que dans le Loiret, donc, nous avons une baisse marquée des effectifs, moins 650 élèves à cette rentrée par rapport à la précédente. Donc voilà, nous restons à des effectifs tout à fait raisonnables, moins de 22 élèves par classe en moyenne, et ça c'est très important. Et alors concernant les effectifs des professeurs, on en parlait avec Martine Ricot juste avant, on disait qu'il y avait des tensions, notamment pour les profs de maths et de français. Vous souhaitiez réagir par rapport à ça ? D'abord rassurer, dans le premier degré et dans les 6 départements de la région académique, tous les professeurs étaient bien là devant leurs élèves, et ça c'est très important. Dans le second degré, nous avons vraiment quelques places vacantes, quelques postes vacants. En effet, pas en mathématiques, dans quelques disciplines très très limitées. Alors lesquelles ? Alors en français par exemple, nous avons encore quelques tensions en effet, dans des territoires assez excentrés en fin de compte de l'académie. Où ça ? Qu'on sache, qu'on puisse... Par exemple, dans le Loiret, je pourrais vous citer la région de Gien, qui est un petit peu plus excentrée. Mais c'est vrai que les inspecteurs sont en train de faire des recrutements, et je peux vous assurer que d'ici une dizaine de jours, nous aurons les professeurs dans les classes. Donc, est-ce qu'on peut rappeler les établissements là où c'est un peu en tension, et les établissements, les classes, qui ont fermé ? Vous parliez de 6 fermetures supplémentaires. Non, 6 ouvertures, supplémentaires, une donc, fermeture. Alors, dans différents endroits de l'académie, nous avons eu Saran, par exemple, Orléans. Nous avons fait une fermeture de classe, là, en cette rentrée. C'est en effet une école d'Orléans, de la commune d'Orléans. Et nous avions prévu avec la municipalité qui était tout à fait d'accord. Il y avait moins 25 élèves par rapport à nos prévisions, donc il était normal de fermer. Alors, le défi de cette rentrée, c'est aussi de composer avec l'intelligence artificielle, à la fois de protéger les enfants, mais en même temps de s'en servir comme outil pédagogique. Comment est-ce qu'on l'intègre aujourd'hui à
l'école? Qu'est-ce qui est prévu? Alors, qu'est-ce qui est prévu? D'une part, pour les enseignants, c'est un plan de formation. Parce que ce que l'on constate, c'est que les formations ne connaissent pas bien l'IA et sont encore parfois dans une certaine méfiance. Et il est très important, donc qu'ils s'en saisissent. Un grand plan de formation commence en cette rentrée, voulu par Monsieur le Recteur. Avec des classes, c'est ça, des options? Voilà. Donc, et du côté des élèves, évidemment, des classes, des expérimentations, que ce soit dans le premier degré avec des outils qui utilisent l'IA pour faire des révisions, pour faire des exercices. Et puis, pour les plus grands, nous avons des classes IA. Plusieurs professeurs s'engagent à utiliser l'IA dans leur pratique pédagogique et une option IA en lycée, 1 heure par semaine pour les élèves, avec des questions à la fois comprendre ce que c'est que techniquement l'IA, mais aussi éthique et IA, bien sûr, et regard critique sur l'IA, parce que ça, le lien est fait avec l'information et pour l'éducation à l'information et aux médias. Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup. Merci Valérie beaucoup. Dautrem, représentante donc, de l'éducation nationale dans le Loiret. Merci à vous, merci à mes invités, aux enseignants et aux élèves qui ont joué le jeu ce midi ici au lycée professionnel Jean Lurçat de Fleury-les-Aubrais. Flavien, c'est à vous pour le reste de l'actualité. Merci beaucoup, Alizée.